Bonjour à toutes et à tous. D'abord, on tient à vous souhaiter une très bonne année 2019 au nom de toute la rédaction de Tétu. C'est un Facebook Live un peu spécial cette semaine, puisqu'on a publié, donc à l'occasion de la nouvelle année, le 31 décembre, un article sur nos 60 meilleurs articles de 2018. Et on souhaitait chacun et chacune vous présenter ceux qu'on a préféré écrire, les sujets qui nous ont le plus marqué depuis qu'on est arrivé. C'est Yuen qui va commencer, qui va nous parler du parcours du combattant des demandeurs d'asile LGBT. Il avait consacré une longue enquête au sujet il y a quelques mois. Il va nous en parler tout de suite. Yuen. Bonjour à tous d'abord, bonne année. Donc c'est un article que j'avais réalisé en septembre dernier. Donc l'article partait du principe que de plus en plus de demandeurs d'asile en France demandent l'asile en raison de leur orientation sexuelle, donc des demandeurs d'asile LGBT. Donc ça c'est des chiffres de l'ARDIS, qui est une association qui vient en aide en fait aux demandeurs d'asile LGBT en France depuis maintenant plusieurs années. Et en fait ils ont vu les chiffres multipliés par 3 entre 2015 et 2017, donc c'est énorme. Du côté de l'OFPRA, donc, qui est l'organisme chargé d'accueillir et de prendre en compte les demandes d'asile, on ne donne pas de chiffres précis, mais ce qui nous expliquait que c'était aussi un motif qui était de plus en plus invoqué dans les demandes d'asile. Donc en partant de ce principe-là, moi je suis parti à la rencontre de demandeurs d'asile via l'association L'Ardis notamment. Donc au mois de septembre, j'en ai rencontré pour cet article, je pense, une petite dizaine, des femmes, des hommes, LGBT, donc lesbiennes, gays, trans, enfin voilà, il y avait des profils assez divers. Et je me suis rendu compte à travers cette enquête qu'il y avait plusieurs difficultés d'ailleurs, mais une en particulier, une difficulté particulière pour les demandeurs d'asile LGBT, c'était de parler en fait de leur récit de vie, de parler, parce qu'on leur demande d'écrire leur récit, donc ce qui leur est arrivé. Et pour beaucoup, parler de leur orientation sexuelle, parler de ce qui leur est arrivé, c'est très dur parce qu'ils n'ont jamais parlé auparavant en général. Donc c'est la première difficulté. Voilà, vous pouvez aller lire l'article si vous voulez en savoir un petit peu plus. Parce que ce qu'ils doivent faire en fait, c'est voilà, ce que nous on cherche à démontrer, c'est qu'ils doivent un peu prouver leur orientation sexuelle. Du côté de l'OFPRA, ils nous disent que c'est plutôt, alors je cite, établir la crédibilité de l'orientation sexuelle. Donc voilà, on a essayé de voir un peu ce que ça voulait dire. Et voilà, je m'appuie un petit peu aussi à montrer qu'il y a un manque de formation à l'OFPRA. Ça s'améliore, mais il y a un manque de formation. Et il y a un gros manque de formation à la Cour nationale du droit d'asile, donc côté justice, qui reçoit les déboutés des demandeurs, les déboutés de la demande d'asile. Et là, par contre, la formation est pratiquement inexistante. Donc c'est très compliqué quand on arrive à la CND1. Voilà, et puis il y a également le second calvaire, donc pour ceux qui arrivent par chance à avoir le titre de séjour. En fait, c'est un second calvaire qui se poursuit parce que il faut qu'ils trouvent un logement, il faut qu'ils trouvent un emploi avec toutes les complications qu'on connaît en France pour les personnes LGBT, déjà de manière générale, alors encore plus évidemment pour les réfugiés. Donc voilà, pendant tout l'article, je me suis un peu appuyé à démontrer tous les obstacles qu'ils rencontrent, et comme Rosen l'a dit, c'est un véritable enfer. Voilà. Donc je vous invite à le relire, il était publié en septembre. Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais si vous avez des articles dont vous souhaitez parler, qui vous ont spécialement marqué sur Tétu, n'hésitez pas à nous parler, à nous poser des questions dans les commentaires, soit sur ceux qui nous ont marqué nous, mais ceux qui vous ont marqué vous aussi, c'est le but de ce Facebook Live. Marion, toi, tu vas nous parler du témoignage de François, qui est un jeune homme qui est né via une PMA en Belgique de mère lesbienne. Oui, tout à fait. Donc François est né en 1987, il a 31 ans, 32 ans. Il est né en Belgique à Liège à une époque où la PMA n'existait donc pas encore. C'est sa mère biologique qui connaissait certains docteurs dans un centre universitaire à Liège qui acceptaient de pratiquer les toutes premières PMA pour les couples lesbiens, donc en Belgique. Il a accepté de me raconter sa vie, son enfance, son adolescence jusqu'à aujourd'hui, et c'est un très beau témoignage, très positif, parce qu'il m'a raconté notamment que les premières années de sa vie, tout a été très paisible. Il me dit qu'il formait une famille, et il forme toujours une famille très heureuse. Ils sont une fratrie donc de 3, il a un frère et une sœur.
Il n'a pas subi de discrimination ni à l'école, ni au collège. Sa mère, il raconte que sa mère a toujours été très très claire sur le sujet. Elle disait notamment dans les écoles, moi je veux inscrire mes enfants ici, si vous, ça vous pose un problème, alors ça ne sera pas ici et point barre. Et il me raconte quelque chose, moi je trouve de très touchant. À un moment, il me dit c'est quand même paradoxal parce qu'on était une famille qui rentrait pas dans les modèles de la famille hétéro, enfin du couple hétéro avec enfants, etc. Et il dit paradoxalement, mes amis, que ça soit surtout au collège, au lycée, me disaient mais ta famille c'est un peu un modèle pour nous parce que autour de lui ses amis, leurs parents se séparaient, ça n'allait pas, etc. Alors que lui, ses deux mères, donc Claire, sa mère biologique, et Nanou, la mère sociale, était follement amoureuse, etc. Le premier moment de sa vie où il s'est senti mal, c'est à ses 25 ans, au moment du mariage pour tous, des débats sur le mariage pour tous en France. Là, il m'a dit quelque chose moi que j'ai trouvé assez fort. C'est dit, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu l'impression que mon existence était remise en question. Dans un pays donc frontalier, pas en Belgique. Il me dit, on a eu énormément, nous dans ma famille, énormément de difficultés à comprendre, à entendre. C'était une violence symbolique. Il s'est senti vraiment comme si on refusait l'idée même de son existence et de l'existence de ses frères et sœurs, de ses mères. Donc là, il m'a dit qu'il s'était rendu compte un peu par rapport à ça aussi combien ses mères avaient été courageuses de subir les discriminations parce qu'elles en ont subi aussi, les lourdeurs administratives parce que c'était une famille qui ne rentrait pas dans les schémas juridiques et tout simplement de se battre aussi contre des esprits ignorants. Voilà. Alors aujourd'hui, ces mamans sont mariées, elles se sont mariées en 2014. Nanou a obtenu le statut de mère au même titre que la mère biologique Claire. Lui, du coup, a voulu prendre le nom de famille de Nanou qu'il a accolé à celui de sa mère biologique. Et je pense que voilà ce qu'on peut retenir du témoignage de François, c'est ce qu'il m'a dit à la fin de cette conversation. Il m'a dit, moi en fait je manque de rien, donc c'est là vraiment aussi le gros point positif de cette histoire et le côté très touchant, c'est qu'il ne manque de rien, que pour lui l'amour c'est ce qu'il faut pour les enfants, et ça peut être un parent, des couples hétéros, homo, peu importe, c'est vraiment l'amour inconditionnel qui importe. Et donc c'est pour ça que moi j'étais à la fois très contente de faire ce papier, de donner la parole aux concernés comme on en entend si peu aujourd'hui dans les médias en France. Et voilà, donner cette parole à François en espérant qu'on pourra donner la parole à plein d'autres dans l'avenir qui, comme François, auront des beaux témoignages de vie. Voilà. C'était ce qu'on pouvait dire. Et vous pouvez évidemment retrouver l'article sur les réseaux et sur notre site. Très beau témoignage qui avait été d'ailleurs particulièrement lu, donc merci beaucoup de nous avoir... Il y avait beaucoup de commentaires. Oui, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, donc merci. Donc ça nous amène au troisième article, c'est écrit par Roselyne Le Carboulec, donc la rédactrice en chef, suite à une actualité qui, je pense, nous avait tous bouleversés. Il y a quelques mois, c'était la mort de Vanessa Campos qui avait été tuée au Bois de Boulogne, donc qui était une travailleuse du sexe transgenre. Donc voilà, suite à ce décès, il y avait eu énormément de... il y a une forte mobilisation des travailleuses du sexe à Paris et ailleurs. Et du coup, Roselyne, suite à ça, avait écrit une longue enquête sur le sujet qui avait été publiée sur le site de Tétu. Elle va vous en parler un peu plus longuement. Oui, donc Vanessa Campos, c'est cette travailleuse du sexe trans qui a été tuée au Bois de Boulogne la nuit du 16 au 17 août dernier. Et qui en fait a permis d'aborder pas mal de sujets liés aux conditions de travail des prostituées au Bois de Boulogne et particulièrement des personnes transgenres, puisqu'aujourd'hui les travailleuses du sexe trans multiplient les facteurs de risque et de précarité. Et nous, du coup, on a suivi de très près cette affaire-là sur Tétu et on s'est rendu compte, mais puisque d'autres associations l'ont mis en avant bien avant nous, que la loi qui a été adoptée en 2016 sur la pénalisation
des clients des prostituées, donc on appelle la loi contre le système prostitutionnel, de lutte contre le système prostitutionnel. Et bien en fait, cette loi précarise énormément les travailleuses du sexe, et particulièrement les travailleuses du sexe transgenres, puisqu'en fait, à travers cette pénalisation des clients, on a pu observer plusieurs conséquences. D'abord, les clients sont moins nombreux, forcément. Ensuite, quand ils viennent, qu'il y a des soucis, ils n'osent pas aller porter plainte, puisque les clients, tout comme les travailleurs du sexe, se font davantage agresser depuis la loi. Les clients, vu qu'ils sont sous le coup de la loi, qu'ils n'ont plus le droit d'aller voir les travailleuses du sexe, ne vont pas porter plainte. Et les travailleuses du sexe elles-mêmes n'y vont pas non plus, et d'autant moins les personnes transgenres, puisque elles subissent beaucoup de moqueries, d'insultes et de transphobie lorsqu'elles se rendent dans les commissariats aujourd'hui, et par ailleurs, un certain nombre d'entre elles sont migrantes, maîtrisent pour certaines assez mal le français, et donc tout ça, ça donne des situations assez catastrophiques où des travailleuses du sexe ont également dû accepter davantage de rapports à risque, donc des rapports non protégés. Donc il y a une travailleuse du sexe transgenre, Ramona, qui me racontait que les contaminations au VIH avaient totalement explosé depuis 2016, ce qui est vraiment alarmant. Et face à ces situations, il y a une association, Médecins du Monde, qui a mis en avant qui a monté des cours d'autodéfense féministes pour les travailleuses du sexe transgenre. C'est Pécha qui mène ces ateliers-là, que j'avais aussi interviewé sur le site internet de Tétu. C'est une initiative particulièrement importante pour ces travailleuses du sexe qui sont totalement vouées à elles-mêmes et qui n'ont aucun moyen de se défendre par rapport à la situation. Donc je vous invite également à aller lire le portrait de Pécha sur le site internet, et cette enquête sur les conditions de travail des travailleuses du sexe trans aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, la plupart des associations demandent une évaluation concrète de la loi de 2016, justement pour peser un petit peu les bénéfices et les risques et les inconvénients de cette loi depuis qu'elle est passée. Voilà. Donc c'est un sujet pas très funky, malheureusement, mais bon, il faut aussi qu'on en parle sur Tétu. Et je vais laisser la parole à Alexis, qui lui avait rédigé un très beau papier sur la chanson Comme ils disent de Charles Aznavour, dans laquelle il expliquait que Charles Aznavour avait tout compris à l'homosexualité masculine. Et c'était un papier que tu avais écrit juste au moment du décès du chanteur. Oui, tout à fait. Alors juste avant de vous en parler, je voulais déjà remercier les lecteurs qui nous souhaitent la bonne année, leur rappeler qu'ils peuvent nous poser des questions en commentaire ou nous parler comme tu le disais, des articles coup de cœur qu'ils ont eu cette année. Et moi, j'ai décidé, effectivement, comme tu le disais, de vous parler d'un article que j'ai écrit au tout début du mois d'octobre, suite au décès de Charles Aznavour, sur la chanson Comme ils disent, qui est une chanson qu'il a sortie en 72, et où finalement, il explique tellement bien ce que c'est qu'être un homosexuel dans les années 70, particulièrement à Paris. Il explique tellement bien que ses amis gays de l'époque ont pensé qu'il faisait son coming out, en fait, en écrivant cette chanson, alors que Charles Aznavour est tout ce qu'il y a de plus hétérosexuel. Et c'est une chanson qu'il a écrite en pensant à plusieurs de ses amis, notamment Jean-Claude Brialy, Jean Cocteau, Thierry Leluron, et particulièrement, il l'a écrit particulièrement en pensant à Androuchka, qui était son chauffeur et son secrétaire. Et c'est une chanson où il évoque plein d'aspects de l'homosexualité masculine et de la vie d'un homosexuel à Paris. Et il parle notamment d'homophobie, de folophobie, mais il parle aussi de l'art du travestissement, de l'art du drag. Il parle du fait de s'assumer. Il parle aussi beaucoup de ce qu'on a appelé l'humour gay ou l'humour camp, donc un humour assez acide qui attaque finalement, qui vient contre-attaquer les attaques homophobes. Et c'est très étonnant qu'une chanson de cette époque non seulement aborde le sujet de manière positive, mais l'aborde d'une manière aussi fine et intelligente. Donc c'était une façon aussi de rendre hommage à Charles Aznavour au moment de son décès et de parler finalement d'un pan de sa vie qui est assez méconnu, le fait qu'il vivait beaucoup qu'il vivait entouré d'artistes homosexuels, en tout cas au début des années 70, et on a repris aussi dans l'article des extraits d'interviews où il explique que c'est
finalement les gens avec qui ils se sentaient le plus à l'aise. C'est vrai, Voilà. on s'en souvient. Merci beaucoup, De rien. Alexis. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions de dernière minute ou si vous voulez nous faire part d'articles qui vous ont marqué sur le site. Et sinon, nous, en attendant, on vous invite vivement à aller lire tous ces articles. Et on vous souhaite encore une fois une merveilleuse année 2019, pleine de paillettes et de licornes. Et voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. À bientôt! Merci d'avoir regardé cette vidéo têtue, retrouvez-en d'autres ici et là, et n'oubliez pas de vous abonner.